Alors, on va revenir un peu sur le fond et les thématiques du livre, mais tout d'abord, est-ce que vous parlez que c'était une vraie construction littéraire? Comment s'est faite pour vous cette alternance entre ces interviews et ce récit? Bon, question classique. Non, mais j'attends, je vais prendre des notes. Hein. Après, tu seras noté, ça rigole pas. C'était une vraie prétention littéraire, en fait, de vous payer. Moi, j'avais vraiment le désir de faire une vraie proposition littéraire différente de celle que moi-même j'avais l'habitude de lire. Et qui n'était pas linéaire forcément. C'est vraiment. D'ailleurs, moi, ça ne me dérange pas que ça dérange des gens aujourd'hui encore, des gens qui ont plutôt une vision plus classique, quoi, mais peu importe en fait. Moi, j'avais l'impression, j'avais la prétention de proposer une espèce de littérature d'après, quoi. De demain, mais pas demain trop tard, mais demain matin tôt, quoi. J'avais un peu cette impression. En fait, je suis parti des notes. En 2011, il y a eu en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle la guerre post-électorale. Souvent on dit les événements. On a beaucoup appris de la France pour atténuer les malheurs qui nous traumatisent. Donc il y a eu des événements post-électoraux qui à la base étaient un différend électoral entre deux candidats, hein, globalement. Un candidat soutenu localement et puis un candidat soutenu extérieurement. Bien évidemment, c'est imposé avec force, bruit et nuisances sonores et hélicoptères français, le candidat soutenu par l'extérieur. Et moi, ça m'a plongé dans un dilemme de me dire qu'en 2010-2011 encore, on dicte, enfin la France est capable de dicter ce qu'elle veut à des nations indépendantes en fait. Tu sais, 20 millions de gaillards, négros là-bas, tu vois, il faut encore leur dire qui est le bon président, c'est quoi la définition de la démocratie et tout ça. Et si, comme ils ne comprennent pas bien, on arme des hélicoptères et puis on embastille celui qu'on n'aime pas, globalement. Je fais une peinture comme ça, à gros traits. Et donc moi, ça m'a posé problème et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer, en fait, de faire mon allié comme ils font les Israéliens, comme ils font les Juifs de France. J'ai décidé de faire mon allié parce que c'était le dilemme de mon passeport vert ivoirien et de mon passeport Bordeaux français qui se clashaient, quoi. C'était comme un résumé de ma vie qui est une double culture entre ici et là-bas. Voilà, je suis né à Abidjan, je suis arrivé en France totalement formé déjà, complètement au complet, comme on dit. Mais j'étais fortement influencé par la culture française, forcément. Mes ancêtres étaient quasiment gaulois, sont quasiment gaulois. Hein. Faut jamais oublier ça. J'ai lu, regardé des films enfin, on a exactement la même culture de quelqu'un qui est né en 1970 ou 1971. On a exactement la même culture. On a lu les mêmes bouquins, l'étranger de Camus au bac. On a fait la même fac, on a regardé les mêmes films. Des choses comme ça. Hein. On a écouté la même musique de merde dans les années 80. Voilà. Et donc moi j'étais dans ce dilemme de la double culture. Sauf que moi, en plus, il y a ma grand-mère qui me parlait une langue différente, il y a l'oralité, tout ça. Donc il y a ces deux trucs-là. Et quand j'ai décidé de rentrer, le moyen le plus simple en tant que négro à Paris pour avoir de l'argent vite fait, c'était d'être vigile. Je connaissais déjà le truc. Donc je l'ai fait, j'ai appelé deux copains. Le lendemain, j'étais devant un magasin. Et en fait, c'était les soldes, l'ouverture des soldes, à Cavalier, à Bastille. Et je me suis fait piétiner par la ménagère de moins de 50 ans qui venait profiter des soldes. Et j'ai trouvé ça surréaliste, en fait. Et je me suis dit, ah bah oui, à force de vivre dedans, en fait. À partir du moment où je m'étais dit que je repartais en Côte d'Ivoire, j'avais pris du recul. Et c'était la première fois que je voyais ça. Pourtant, j'avais toujours eu ça sous mes yeux, quoi. Mais dès que j'avais décidé de repartir, j'avais du coup du recul, en fait. Une espèce de recul intellectuel. Et je me suis dit que ce n'était pas la peine d'écrire Harry Potter ou bien Le Seigneur des Anneaux pour avoir un roman extraordinaire. Il suffisait juste de regarder les gens. C'était extraordinaire, la bagarre pour la petite pièce de tissu à
à 20 € soldé à 50%. C'était vraiment extraordinaire. Et donc j'ai décidé de noter, de prendre des notes comme ça. Mais un roman ne naît pas avec des notes. Et je m'amusais vraiment à prendre des notes. C'était difficile de prendre des notes. Donc du coup j'avais inventé un stratagème en expliquant au gérant que c'était une ruse des Sion de faire semblant d'écrire. Comme ça, j'étais sûr de pouvoir attraper des voleurs et des voleuses. Ils vont croire que le vigile est distrait, mais en fait j'étais vraiment distrait. Et je n'ai jamais attrapé personne. Et en fait, après, quand je suis reparti en Côte d'Ivoire, le défi était de convertir les notes en roman. En un roman, quoi. Voilà, c'était ça le défi. Et j'avais peaufiné les petites notes que je prenais comme ça, tous les soirs je les peaufinais. Et c'était devenu vraiment une espèce de corpus de scènes assez hallucinante. J'en ai viré les 3/4, pour pas qu'on me prenne pour un mythomane. Donc j'avais un corpus de prise de notes comme ça assez fort finalement en eux-mêmes. Et le défi était de pouvoir les mettre dans un grand récit sans qu'elles perdent la force visuelle qu'elles avaient. C'était ça l'objectif. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé j'ai fait des tests, tout simplement. Je voulais mettre la grande histoire dans les petites histoires. J'ai testé, quoi. J'ai écrit une grande. Les négros, ils savent faire ça. Parce qu'ils ont une éducation du français très classique. Pour mon grand-père, Dieu, c'est Balzac, quoi. Donc écrire de grandes phrases, là, ça, on sait faire. Donc j'ai écrit des grandes phrases comme ça, et que j'ai intercalé avec ces petites histoires, et je me suis rendu compte que ça marchait, en fait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai peaufiné le style, et que j'ai pris mon temps pour alterner ça. Et j'ai vu que ça marchait, en fait. Ça marchait à l'oreille, en tout cas. J'ai vu que ça marchait, donc je me suis dit, voilà, ça va être une proposition. Parce que j'essaie aussi de faire, de fondre les petites histoires dans des grandes phrases à négro, là. Et donc j'ai essayé, j'ai fait des belles phrases à Senghor et tout ça. Mais ça perdait de leur force de suggestion. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'alterner. Et ça marchait. Je me suis dit que ça marche. Que bon, ça va pas forcément faire le best-seller de l'année, mais ça marche. Dans 10 ans, ils vont dire, le mec, il a essayé. Donc, sauf que ça a tellement bien marché que ça a pris, quoi.